Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le chef de l'État a également échangé ce jeudi au palais de la présidence avec le président de la Banque islamique de développement. Ouverture ce jeudi des travaux de la 10e édition de la CGC Academy, ouvert par le vice-président de la République, Timoko Miliet Kone. Ce rendez-vous annuel initié par le patronat ivoirien vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Et puis la première dame, Dominique Ouattara, a ouvert hier mercredi les travaux du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire. 3 jours durant, les congressistes vont plancher sur la bonne marche de cette profession vitale. Merci d'être sur RTI 1. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais de la présidence la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Louis Mouchikiwabo est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Le prochain sommet de l'OIF qui se tiendra en Tunisie en novembre prochain et des projets de création d'emplois étaient au cœur des échanges. C'est ce que nous dit Viviane Aïmer. En visite de travail à Abidjan, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mouchikiwabo, a été reçue ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le 18e sommet de l'OIF qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre prochains, et les projets qui seront réalisés en Côte d'Ivoire avec l'appui de la francophonie ont constitué le menu des échanges. D'accueillir notre sœur de l'Organisation internationale de la francophonie, que nous connaissons bien, puisqu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda et également elle a vécu de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Donc, ma sœur, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis effectivement ici en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 2 jours. Je tenais à m'entretenir avec le Président de la République pour lui parler du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra en Tunisie dans 3 semaines. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a un mois et demi. Mais je voulais faire des mises à jour pour le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est un pays de grande importance pour l'espace francophone, un pilier de la francophonie économique, surtout dans cette région. J'étais ici aussi pour participer à la rencontre des patronats, de l'Alliance des patronats francophones, qui a été formée en France il y a un peu plus d'1 an, une alliance en groupement de presque une trentaine de pays francophones, des patrons d'entreprises, des patrons de patronat et plusieurs acteurs économiques ivoiriens qui sont réunis ici pour 2 jours. Donc nous avons lancé cet échange de 2 jours ce matin. Ensuite, j'ai eu aussi l'occasion de travailler un peu plus en détail avec mes sœurs, la ministre d'État et la ministre chargée de la culture et de la francophonie pour notamment passer en revue les activités de l'OIF avec la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de projets, notamment sur l'emploi des jeunes à travers les industries culturelles, un aspect très important du travail de la francophonie et très important pour nos pays membres. Et puis, bien évidemment, la formation au métier du numérique, la contribution aux échanges économiques et commerciaux. Et voilà, en quelques mots, la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, Monsieur le Président, un pays que je considère le mien aussi.
La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue au poste de secrétaire générale de l'OIF lors du 17e sommet de la francophonie en octobre 2018 à Erevan, la capitale de l'Arménie. Son mandat est de 4 ans renouvelable. Et on reste au palais de la présidence où le président de la République a également reçu ce jeudi le président du groupe de la Banque islamique de développement. On fait le point avec Viviane Aïmer. Si la Banque islamique de développement peut être comptée parmi les grands partenaires financiers aux côtés du gouvernement ivoirien dans ses actions de développement national, la coopération du groupe financier avec la Côte d'Ivoire connaît ces dernières années un pic d'intensité. En visite de travail à Abidjan, son président Dr Mohamed Souleymane Al-Jasser a été reçu ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. L'appui de la banque au financement de plusieurs projets de développement ainsi que l'appui au financement de l'ambitieux programme national de développement PND 2021-2025 a été examiné. Le président Al-Jasser est un ami de longue date et il a été administrateur au Fonds monétaire international quand j'étais directeur Afrique et ensuite comme directeur général adjoint, et il m'a toujours apporté son soutien pendant les discussions au conseil d'administration. C'est un ami personnel, mais surtout c'est un ami de la Côte d'Ivoire. Et la Banque islamique de développement fait beaucoup pour nous, et sur le PND a décidé de faire un financement de plus de 2 milliards de dollars. Il nous appartient maintenant d'accélérer donc le décaissement. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens que nous avons la chance d'avoir un ami qui est venu nous rendre visite. Je vais lui laisser la parole. De rencontrer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est un ancien collègue avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler lorsqu'il était au Fonds monétaire international. C'est vraiment un plaisir pour moi de le rencontrer ici en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur la coopération entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. Les perspectives sont bonnes. Nous avons plus de 56 projets qui sont actuellement en cours de développement en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre des engagements que nous avons pris pour le financement du plan national de développement 2021-2025, un engagement de la Banque islamique de développement de l'ordre de 2,1 milliards de dollars a été fait. Ce plan est en cours, les perspectives sont bonnes. Les secteurs qui nous intéressent sont les secteurs à impact, notamment dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et bien entendu les infrastructures. Tout se passe bien et nous sommes satisfaits de la coopération que nous avons avec la Côte d'Ivoire. C'est depuis octobre 2002 que la Côte d'Ivoire a signé son adhésion à la Banque islamique de développement BID, dont le siège est à Djeddah, en Arabie saoudite. Le vice-président de la République, Témoko Méliès-Koné, a ouvert ce jeudi les travaux de la 10e édition de la CGC Academy. Ce rendez-vous annuel initié par le patronat ivoirien vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Je vous le disais en titre, cette édition est placée sous le thème « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ?» Mahama Traoré. CGC Academy 2022, l'édition de la maturité selon le patronat ivoirien. Une édition qui se tient dans un contexte de crise économique mondiale, tout juste au lendemain de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les entreprises ne voient qu'un seul levier pour rebondir, celui des partenariats solides. Il nous appartient à nous, entreprises de l'espace francophone, de transformer le vieux rêve d'un espace économique francophone intégré en réalité palpable et de passer de partenariats déséquilibrés à des partenariats win-win. Il ne s'agit plus seulement de sous-traitance, mais de co-traitance entre entrepreneurs se faisant confiance. Cet appel s'adresse particulièrement à l'Alliance des patronats francophones, invité spécial de CGEC Academy 2022. L'enjeu, donner concrètement vie à la francophonie économique. Un ensemble qui produit 16% du PIB mondial, détient 14% des ressources minières et énergétiques
et fournit 20% du commerce des marchandises dans le monde. C'est ça l'espace francophone. Ce contexte géopolitique, plus que jamais, nous appelle à faire le choix du collectif, car c'est ensemble que nous pourrons être forts, c'est ensemble que nous pourrons peser sur la scène internationale, éviter de choisir un bloc ou l'autre. C'est ensemble, au fond, que notre voix porte. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire contribue pour 80% aux recettes fiscales. En initiant ce cadre d'échange en 2012, il était question de promouvoir l'esprit entrepreneurial, mais aussi de bâtir un dialogue productif entre l'État et le secteur privé. Ces mêmes priorités invitent également à mettre en place une fiscalité plus équitable et plus incitative afin de favoriser notamment les investissements, d'élargir l'assiette fiscale et d'accroître les ressources budgétaires de l'État, ce qui nous intéresse particulièrement. La politique de renforcement des infrastructures poursuivie par notre pays permettra de réduire le coût des facteurs de production et d'améliorer la compétitivité globale de l'économie. Enfin, les politiques destinées à approfondir et à diversifier le secteur financier offriront aux entrepreneurs privés les moyens de financer plus efficacement leurs investissements. Il s'agit là d'accroître les capacités et les moyens du secteur financier national, d'en faire un outil capable de fournir des financements appropriés à chaque type d'entreprise et surtout à des coûts réduits. Cette 10e CGEC Academy est couplée à la 2e rencontre des entrepreneurs francophones qui se tient pour la première fois à Abidjan. La tradition de récompense des meilleurs jeunes entrepreneurs sera aussi respectée lors d'une soirée de distinction. Et la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone tient son 3e congrès, ici même à Abidjan. Ce mercredi, la première dame Dominique Ouattara a ouvert les travaux. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire. Travaux axés sur le thème « Contribution des sages-femmes à la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone, les défis actuelle. Notez que 3 jours durant, les congressistes vont plancher sur la bonne marche de cette profession vitale et au nom de son engagement pour la santé du couple mère-enfant, la première dame de Côte d'Ivoire a apporté son soutien aux sages-femmes d'Afrique francophone. Dominique Ouattara promet plaider leur cause auprès des décideurs publics. On retrouve Mahama Traoré. Après Bamako en 2015 et Ouagadougou en 2018, Abidjan accueille le congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, FASFAF. Ce 3e du genre bénéficie d'un soutien de taille, celui de la première dame du pays hôte. Vous avez choisi le plus beau métier du monde. Celui de participer au miracle de la vie. Mais nous le savons, votre mission est souvent loin d'être aisée. Non aisée en raison des difficultés que rencontrent ces professionnels de la santé. Le déficit d'investissement dans ce corps de métier est surtout pointé du doigt. Pour que les sages-femmes puissent réaliser leur potentiel, il faut accentuer les investissements dans 4 domaines clés: l'éducation, la formation, la planification, la gestion, la réglementation des activités du personnel de santé et l'environnement de travail, le leadership et la gouvernance. Investir dans les sages-femmes est une décision à impact immédiat. Les ressources ainsi injectées ont une incidence directe sur la qualité des services et partant de là sur la santé de la mère et de l'enfant ainsi que sur la sexualité responsable sans risque des adolescents. Malgré ces attentes, les sages-femmes ont conscience de leur rôle prépondérant dans le système de santé. C'est pourquoi ce congrès d'Abidjan est axé sur leur contribution à la santé maternelle et néonatale en Afrique, car selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Nous sommes à moins de 8 années de l'échéance de 2030, des objectifs de développement durable, où chaque pays devrait avoir un ratio de mortalité maternelle de 140 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Cependant, les progrès sont encore lents, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne, où la plupart de ces décès surviennent et beaucoup reste à faire. Je voudrais donc vous exhorter, chers congressistes, à saisir cette opportunité pour faire de ce congrès un moment de réflexion intense, à l'effet de formuler des recommandations pertinentes
qui contribueront à l'amélioration de la santé de la population et plus particulièrement celle de la mère et de l'enfant dans l'espace de l'Afrique francophone. De 2012 à 2021, le taux de mortalité maternelle est passé de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. Le taux de mortalité néonatale, lui, est passé de 38 à 30 pour 1000 naissances vivantes sur la même période. Ces résultats encourageants sont le fruit des efforts engagés par l'État, conjugués à ceux de la première dame Dominique Ouattara, dont la fondation Children of Africa a ouvert en 2018 un hôpital de référence exclusivement dédié à la santé du couple mère-enfant. Je voudrais vous exprimer mon soutien et vous remercier pour le travail remarquable que vous accomplissez au quotidien. Je vous invite à persévérer dans vos efforts et à entourer nos sœurs avec amour, douceur et gentillesse tout au long de leur grossesse et pendant l'accouchement. Car, vous le savez mieux que quiconque, mettre au monde un enfant est un moment merveilleux mais difficile. Et votre rôle est déterminant pour rassurer les futures mamans. C'est de cette manière que nous atteindrons nos objectifs, à savoir réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale dans nos pays. Dominique Ouattara promet de plaider la cause des sages-femmes auprès des gouvernants. Ce troisième congrès réunit des associations de sages-femmes issues de 17 pays d'Afrique francophone. Il va durer 3 jours. Et on poursuit en images, toujours à l'occasion du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. L'état des lieux a été dressé sur les soins maternels en Afrique subsaharienne. Et face à cette situation jugée critique, eh bien, il a été recommandé le développement des infrastructures sanitaires et l'harmonisation des maquettes pédagogiques. Nous y reviendrons avec Didier Inguessan dans nos prochaines éditions. Mais avant, le point Covid. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 19 nouveaux cas de Covid-19, 15 guéris et 0 décès, fort heureusement. À la date du 27 octobre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 750 cas confirmés, dont 86 894 personnes guéries et 827 décès enregistrés. Faisons-nous vacciner. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présenté devant la Commission des Affaires générales institutionnelles des collectivités territoriales un projet de loi portant ratification de la modification du mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome, une modification pour faciliter la mise en place du Conseil du district autonome. On en parle avec Kader Segoudou. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, porteur d'un projet de loi de ratification lié au district autonome. Au terme de l'article 8 de la loi précitée, le Conseil du district autonome, organe délibérant du district autonome, comprend des membres répartis ainsi qu'il suit. Un tiers, composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome. 2 tiers, qui sont désignés au sein des conseils municipaux des communes, qui composent le district autonome sur la base des tableaux des 10 conseils. Il apparaît au regard de cette disposition que, contrairement aux conseils municipaux des communes, les conseils régionaux n'avaient pas de représentants désignés au sein du conseil du district autonome. Une telle lacune méritait d'être corrigée pour permettre que toutes les collectivités territoriales soient représentées au sein du Conseil du district autonome. Plusieurs questions des sénateurs vont permettre à l'émissaire du président de la République de donner des éclaircissements. Le projet de loi sera adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des Affaires générales, constitutionnelles et des collectivités territoriales. Les efforts du gouvernement pour la sécurisation des personnes, des biens et pour la défense nationale ont écho favorable au Sénat. Prochain rendez-vous au Sénat, une séance parlementaire. Invité Ouraga Obou.
professeur agrégé de droit public et de sciences politiques. Thème, la constitution de la Troisième République. Quelle avancée pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Amédée Kofi Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a visité ce jeudi les travaux de la phase d'extension de l'échangeur du carrefour Solibra. Ces travaux supplémentaires sont fondés sur les améliorations que l'infrastructure va apporter donc à la circulation. Verdict, eh bien, un retard de 6 mois enregistré, mais qui n'impactera pas les délais de livraison de l'ouvrage. C'est ce que nous rapporte Lanciné Bakayoko. Amédée Kouakou sur les chantiers d'extension de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. Cette deuxième phase porte sur la construction d'un pont haut de 17 mètres qui va surplomber les 2 premiers bras du carrefour en venant de Marcory pour Treichville. Un ouvrage long de 760 mètres avec 9,7 mètres de large. Constat, les travaux n'ont pas avancé comme prévu par le calendrier. Avec le problème de la Covid, il y a eu des problèmes pour pouvoir mobiliser le personnel et le matériel. Mais je pense que tout cela est maintenant derrière nous. Nous avons demandé à l'entreprise de tout faire pour que cet ouvrage soit terminé. La première branche qui a été faite, la première phase, on a toujours un problème d'engorgement à ce carrefour. Et nous pensons que ce problème va être résolu avec la fin de cet ouvrage. Malgré ces retards, Amédée Kouakou et ses équipes sont répartis pleins d'optimisme. Les entreprises en charge du projet ayant assuré de la qualité des travaux et surtout du respect des délais de livraison de l'ouvrage. Elles nous ont montré un planning qui dit que le retard pourra être résorbé. Donc nous attendons de voir. Nous allons donc faire des visites régulières de sorte à nous assurer qu'au terme donc, du délai contractuel, que ce travail soit achevé. Ces travaux permettront d'une part de fluidifier la circulation sur cette partie du VGE et d'autre part de booster les activités économiques dans la ville d'Abidjan. Les autorités communales de Treichville et de Marcory, premiers bénéficiaires de ce grand projet, ont également pris part à cette visite. Et on parle transport aérien à présent. Air Côte d'Ivoire vient d'acquérir 2 nouveaux avions. Et bien le mardi 25 octobre dernier, les responsables de la compagnie se sont rendus au siège du constructeur Airbus à Toulouse, en France, pour donc signer le bon de commande. Air Côte d'Ivoire veut voler plus haut et plus loin. La compagnie aérienne ivoirienne qui fête cette année ses 10 ans d'existence s'offre 2 nouveaux appareils, 2 Airbus A330 Neo. Et c'est au siège de Airbus Campus 1 de Toulouse-Blagnac que le bon de commande a été paraphé entre le directeur général de la compagnie ivoirienne et le vice-président des programmes et services du constructeur. L'État de Côte d'Ivoire et l'ensemble des actionnaires ont suivi l'approche de la direction générale de doter la compagnie nationale d'outils qui soient plus indiqués pour la route. Donc un A330-900. Agrandir la flotte pour répondre aux besoins du long courrier, c'est-à-dire les vols intercontinentaux. Un défi que la compagnie ivoirienne entend bien relever grâce à un partenariat renforcé avec Air France. Nous allons avoir une route qui se fera sur le hub d'Air France, donc au terminal 2E de CDG, avec des horaires qui viennent en complémentarité d'Air France. C'est-à-dire que nous partirons d'Abidjan en début d'après-midi, autour de 14h pour arriver à Paris le soir. Et nous quittons Paris la nuit pour arriver à Abidjan au petit matin. Un défi que la Côte d'Ivoire, qui aspire à être le futur hub aérien de la sous-région, doit relever. Sur la sous-région, Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, après 10 ans, est leader avec plus de 52% de part de marché. La compagnie a prévu dans son plan de développement de sortir du continent, Europe et Amérique. Pour ce faire, il faut des avions adaptés. C'est extrêmement important que nous fassions ces vols long courrier parce que ce sont ces vols qui vont accélérer la rentabilité commerciale de la compagnie et améliorer les services rendus par la compagnie sur les segments qui sont les moins rentables, notamment donc le domestique. Visite guidée au showroom du constructeur sur des prototypes similaires aux appareils que la Côte d'Ivoire devrait recevoir courant 2024. Le ministre et sa délégation ont pu ainsi s'imprégner de la qualité de la nouvelle acquisition. Je suis très heureux. Donc nous ayons assisté aujourd'hui
à la signature du bon de commande pour ces 2 avions, Airbus A330, qui soient des avions de grande capacité, adaptés pour les longs courriers, mais également moins gourmands en énergie. Des appareils de 240 places chacun. Un autre pas important dans l'univers du long courrier pour Air Côte d'Ivoire après le lancement en juin dernier de la ligne Abidjan-Johannesburg. Un reportage signé Jean-Louis Gbangbo. On poursuit avec cette information. Désormais, il existe le portail de la fonction publique internationale. Ce site va servir à diffuser et faire circuler les informations relatives aux postes et appels d'offres à l'international pour les nationaux. Cette stratégie de l'État de Côte d'Ivoire permettra de booster la présence des citoyens dans les organisations internationales. Les explications de Laure Goretti et de Moussa Konaté. C'est une initiative pour valoriser les compétences ivoiriennes à l'international. Le portail de la fonction publique internationale, une plateforme numérique mise en place afin de booster la présence des citoyens ivoiriens dans les organisations internationales. Elle va constituer une base de données des compédiums des fonctionnaires internationaux. C'est un outil informatique pour présenter aux Ivoiriens les possibilités des offres d'emploi qui existent au sein des organisations internationales. Nos compatriotes sont peu dans les organisations internationales, de sorte que la présence de la Côte d'Ivoire ne paraissait pas être à la hauteur de sa grandeur sur le plan africain et sur le plan international en général. Et donc, pour rattraper certains de ces retards, il a été initié ce genre d'activité. Pour promouvoir ce site, les directeurs des ressources humaines des ministères sont instruits sur les avantages. Chaque Ivoirien, chaque cadre ivoirien qui avait cette volonté de pouvoir travailler à l'international n'avait pas de créneau où avoir les informations ou se faire accompagner par le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, avec cette centralisation et surtout cette plateforme-là, c'est vraiment une aubaine. Animée par la direction de la fonction publique internationale au ministère des Affaires étrangères, la plateforme concerne entre autres les institutions, les ministères, les organisations internationales, les fonctionnaires internationaux et le grand public. Le portail de la fonction publique internationale va aussi servir à diffuser les informations relatives aux postes et appels d'offres à l'international. Chaque année, la date du 27 octobre est consacrée à la commémoration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Une journée initiée par l'UNESCO en vue donc de sensibiliser sur l'importance de la conservation des images en mouvement, élément essentiel à notre histoire. Cette année donc marque la 14e édition et elle a été célébrée ici même aujourd'hui à la radiodiffusion télévision ivoirienne. On en parle avec Khalil Diomandé et Didier Nguesso. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Un générique et une citation rendue célèbre sur les antennes de la RTI 1. Des sons et des images qui enrichissent le patrimoine audiovisuel national. La radiodiffusion et télévision possèdent les 90% des archives de notre pays. La RTI peut être considérée comme le creuseur de l'histoire de notre pays. Initiée en 1981, la Journée du patrimoine audiovisuel est une recommandation de l'UNESCO aux pays membres en vue d'accorder une place de choix à la sauvegarde et à la conservation des images en mouvement constituant la mémoire de nos sociétés. Cette année, les réflexions portent sur l'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles. Pour la RTI, le digital est déjà implanté dans la politique de gestion des archives. Depuis une soixantaine d'années, la RTI s'évertue à sauvegarder ses archives. La protection de ce patrimoine national a conduit le directeur général à opter pour la numérisation en vue d'une meilleure conservation de ses archives. Journaliste de formation, Faustin Abo rappelle l'importance de la mémoire audiovisuelle. Pour le ministère de la Communication et de l'économie numérique, l'archivage revêt d'une importance cruciale dans la transmission des informations,
aux générations futures. Il faut contribuer à restaurer la mémoire d'un peuple, à développer la mémoire d'un peuple à travers les âges. L'archivage est la mémoire vivante de l'action de l'être humain. Aujourd'hui, imaginez un pays sans mémoire. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc on doit tout faire pour profiter des services du numérique, que ce soit dans l'archivage, la conservation, à tous les paliers de développement. Autre temps fort de cette commémoration, la visite des stands. Les participants ont été plongés au cœur du patrimoine d'archives des entreprises présentes, entre autres la RTI, le port autonome d'Abidjan et l'INSAC. Et on poursuit en images pour terminer. Plus de 1300 personnes en danger actuellement en Méditerranée, selon l'ONG Alamfon. Le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée a effectué hier mercredi 2 nouveaux sauvetages portant à 234 le nombre de rescapés. Notez que chaque année, des milliers de personnes fuyant conflit ou pauvreté tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée à partir donc de la Libye. La nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est engagée à bloquer les arrivées de migrants en provenance d'Afrique. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.